Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Diane Semama. Diane, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise? J'ai presque envie de dire de ton mouvement, parce que c'est presque ça que je lis derrière ton expérience. Bonjour Marc-William, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors oui, c'est vrai que Dream Act, c'est un rêve passé à l'action, je dirais, qu'on a créé avec mon associé il y a presque 10 ans maintenant, donc un petit bout de temps maintenant, et qui est un distributeur qui a vocation à faire émerger des pratiques de consommation plus locales, plus responsables. Donc concrètement, notre métier consiste à aller dénicher des artisans, des industries familiales à taille humaine, des marques engagées qui œuvrent pour relocaliser des savoir-faire ou pour réutiliser des matériaux existants pour en fabriquer d'autres et nous permettre à nous, citoyens ou, et aujourd'hui c'est principalement ça, acheteurs professionnels, d'avoir une consommation plus locale et plus écologique. Intéressant. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée, en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à ça? Et c'est quoi un petit peu ton parcours avant? Oui, bah, comme bien souvent, sûrement, nous, notre idée, elle est venue d'un besoin personnel. À Ouais. l'époque, moi, j'étais en fin d'études assez classique, un parcours classique, prépa, école de commerce, voilà. Et sur la fin du coup de mon école, je suis partie un an dans le sud de l'Inde, œuvrer auprès de femmes de petits villages qui subissaient un peu de près ou de loin les ravages un peu de l'industrie de la fast fashion, notamment enfin, du coton, quoi, en fait, Hmm. avec son lot d'impacts négatifs sur la santé, sur les rémunérations pas toujours justes, etc. Et de retour en France, moi, mon associée, elle avait une expérience assez similaire, mais elle en Amérique latine. On s'est dit, bah, finalement, ok, c'est bien beau, on va à l'autre bout du monde pour donner un peu de sens à notre travail. Mais il y a quelque chose qu'on peut tous déjà faire en fait à notre échelle et même en étant voilà, encore étudiant, etc. C'est de choisir avec notre argent, en fait, de choisir ce qu'on achète. Il y a 10 ans, c'était assez compliqué d'avoir des informations sur bah, les êtres humains qui fabriquent vos produits, sur les matières Ouais. utilisées, tout ce chemin parcouru. Donc, on a cherché toutes ces infos un peu pour nous-mêmes d'abord. On s'est rendu compte qu'il y avait des alternatives qui existaient, mais tout éparpillé, trop peu connu, etc. Et donc, on s'est donné pour mission de rassembler ces alternatives. Et c'est comme ça qu'est né DreamHack dans ses prémices il y a 10 ans. Donc, dès la sortie de l'école, hein, tu as entrepris. Tu n'as jamais travaillé pour autrui, enfin, ou en tout cas pas de manière Euh, conséquente, si je comprends. J'ai travaillé un an en parallèle du démarrage de DreamAct Ouais, en finance d'entreprise, enfin chez EY en fait, qui est un cabinet voilà, où je faisais de l'audit et du conseil financier plutôt pour le secteur bah, justement des assos, etc. J'ai beaucoup aimé, mais après la vie d'entrepreneur n'était plus compatible sur un temps juste de week-end, ouais. donc j'ai démissionné et voilà. Et justement, quels sont les conseils ou les avis, le regard que tu as sur le fait de devenir entrepreneur? À quoi faut-il être attentif? Parce que c'est pas si simple que ça quand même. Oui, 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 c'est vrai. Bah, en plus, moi, j'ai l'impression que je fais partie d'une génération où il y avait un peu aussi ce mythe un peu de l'entrepreneur Ouais, qui est monté en même temps que enfin, quelques mois après nous, etc. Moi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens autour de nous qui ont entrepris. Alors, peu sont encore, voilà, là, encore 10 ans après, bah, c'est la vie hein, de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a un gros leurre qui est celui de se dire que quand on monte sa boîte, on est libre et qu'on n'a plus de patron. Moi, j'ai beaucoup entendu ouais. ça, ce besoin de liberté, de n'avoir de compte à rendre à personne, etc. Mais en fait, je crois que ça, c'est un gros leurre dans la mesure où
euh, enfin, moi, finalement, j'ai plus de 200 patrons qui sont 200 actionnaires citoyens qui ont cru en DreamHack, qui ont investi et je leur dois de leur rendre des comptes sur nos évolutions, etc. Et puis, j'ai 20 salariés. Voilà, c'est euh, c'est une relation réciproque, je dirais. Enfin, je leur dois tout autant qu'ils me doivent de rendre des comptes, quoi. Donc ça, c'est la première chose, c'est, je pense, pas entreprendre pour les mauvaises raisons. Moi, de la même façon, c'est compliqué, je pense, de se battre et de continuer à ouvrir des portes, enfoncer des portes quand on ne croit pas fondamentalement à ce pourquoi on le fait. Hmm. Et moi, l'impact qu'on souhaite avoir au travers de DreamAct, je sais il est fondamental parce que sinon, on aurait abandonné plus d'une fois face aux difficultés, quoi. Donc l'importance du why, en fait, l'importance de vraiment faire quelque chose qui, au-delà de la réussite et du day-to-day, t'apporte quelque chose, te donne envie de continuer à rêver et d'avancer. Exactement. Parce que je pense que Ouais. justement, le jour, il est en 10 ans, il y a eu des phases très agréables et puis il y a eu des phases beaucoup plus compliquées, forcément. Euh, et si on n'a pas toujours dans cette perspective le why, comme tu dis, c'est compliqué parfois. Ouais, ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu soulèves par rapport justement au. Alors parfois il y a des choses qui vont bien, on est très content. Puis parfois il y a un certain nombre de difficultés que l'on peut traverser, que l'on peut voir devant soi, et on les gère d'une certaine manière, on les traite d'une certaine manière. Quels sont les, je sais pas, le ou les droits, deux, trois plus importants challenges que tu as Mm, traversés et comment est-ce que tu y as fait face? mm. Bon, alors, comme beaucoup, je pense, ce qui fait des nuits blanches à un entrepreneur, c'est la trésorerie, hein. Moi, j'ai Ah. parfois un peu cette image de l'entreprise, un peu le corps humain, et qui parfois, on a, on est très beau à l'extérieur, et puis en fait, on est un peu malade à l'intérieur, quoi. Et, Ouais. puis, moi, j'ai toujours vu la trésor un peu comme le sang qui coule, quoi. Le jour où il n'y a plus de sang, Hmm. c'est game over, Ouais, quoi. ouais, Et ouais. donc, bah, on a eu nos phases, nous aussi, chez DreamHack, où la trésor s'épuisait. Et puis, bah, c'est souvent avant les levées de fonds, hein, parce qu'on sait aussi pourquoi on lève des fonds. C'est pour investir. Et puis, parce que souvent, on a commencé à investir un peu avant de finaliser les levées de fonds. Et donc, et souvent, ça passe sous sa case dans les mois qui viennent. Donc, on a eu nos phases comme ça, bien sûr. Aujourd'hui, c'est fini parce qu'on est rentable et qu'on s'autofinance et que voilà, parfois, alors la trésorerie reste un sujet qu'on surveille comme du lait sur le feu dans la mesure où on a beaucoup de grands comptes parmi nos clients qui nous imposent leurs conditions de paiement. On fait 75% de croissance de chiffre d'affaires chaque année, donc forcément, voilà. Et à côté de ça, nous, notre métier, c'est de faire travailler des petits artisans. Et donc, en tant que distributeur engagé, on se doit aussi de les payer, eux, convenablement. Donc, on est un petit peu au milieu de ceux qui payent Ouais, parfois mal et nous, de ceux qu'on se doit de bien payer. Donc, voilà. Donc, ça, je dirais que c'est une première chose qui ne s'arrête jamais de nous faire, de nous préoccuper, la trésorerie. Et après, le deuxième challenge, moi, je dirais que c'est un peu l'humain. Une boîte, c'est d'abord en fait une barque qui embarque un groupe d'êtres humains qui se rassemblent auprès d'une envie commune, quoi, d'une traversée commune. Et donc, voilà, forcément, il y a parfois des gens auxquels on s'accroche beaucoup, mais qui doivent partir pour une nouvelle aventure, ou des problèmes d'affinité entre certaines personnes. Enfin voilà, l'humain, hmm. c'est quelque chose de compliqué, et notamment bah, voilà, de recruter toujours les bonnes personnes. Euh, voilà, ça fait partie des challenges, moi, je trouve. Ouais. Tu as des tips que tu aimerais transmettre sur ça ou c'est très difficile en fait? Euh, moi, un tips qui s'applique à nous, notre façon d'embaucher chez DreamHack. Je suis pas sûre que ce soit une Ouais. vérité générale, mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris ces 10 dernières années, c'est qu'en tout cas, ce qui fonctionne chez moi,
C'est clairement pas de recruter sur des compétences affichées ou une expertise, une expérience, mais c'est vraiment de recruter sur des valeurs partagées. À D'accord. chaque fois que j'ai voulu recruter, par exemple, un commercial, ouvreur de porte, parce que j'estimais que c'est ça qui me manquait, en fait, ça n'a pas vraiment marché. Ouais. Ils ne partageaient pas, en fait, cet amour un peu de l'artisanat, de promouvoir les produits, etc. Ouais, en fait, c'est complètement en phase avec ce que tu disais tout à l'heure, l'importance du pourquoi, l'importance de pourquoi on fait les choses et tu embarques, tu utilisais ces mots-là, hein, d'ailleurs, embarquer les gens à l'intérieur d'un projet. Donc, c'est au-delà d'un job, c'est un projet, quoi, à un moment donné. C'est ce que Exactement. j'entends. Ouais, Exactement. d'accord, d'accord. Et par rapport au BFR, la gestion du BFR, ça doit pas être quelque chose d'évident parce que, comme tu dis, un grand compte, 75 jours et encore quand la personne qui s'occupe du paiement n'est pas malade ou en arrêt maladie. Et puis de l'autre côté, il y a des personnes qui ont besoin de vivre au jour le jour et qui participent à ton projet. Tu as deux, trois tips que tu aimerais donner sur ça? Comment tu Euh, le gères, toi? Comment ouais, tu gères bah, ça? aujourd'hui, je pense que la trésorerie coûte cher. Mhm, Enfin, nous, elle nous coûte cher. Pendant longtemps, je pense qu'on n'avait pas bien distingué le besoin de trésorerie, je dirais, long terme et le besoin court terme. C'est-à-dire le pourquoi, en fait, notre trésorerie, ça me nuisait. Et du coup, on a fait mhm, beaucoup de financement long terme, comme voilà, des prêts long terme, des obligations convertibles, des levées de fonds, où en fait, dans le besoin évalué, on mettait aussi finalement l'accompagnement de la croissance liée au BFR. Euh, d'accord, du coup, c'est assez peu pertinent. Et ensuite, on a mis en place des solutions de financement court terme qui sont plus évidentes maintenant que le seul besoin de trésor, il est lié au BFR, en l'occurrence chez DreamAct. Mais ça reste des solutions qui coûtent cher, mais qui sont nécessaires. Typiquement des solutions d'affacturage. Enfin, c'est principalement ça. mhm, Et puis après, c'est beaucoup de sensibilisation aussi aux équipes commerciales et beaucoup de rodage de process en réalité. Et ça fait une énorme différence. Alors, c'est pas toujours facile de faire respecter, je trouve, à une équipe commerciale incentivée sur la marge, sur le chiffre, sur le volume en fait de business ouais, finalement, de leur faire prendre conscience que le process de faire payer un nouveau client 100% à la commande, etc., c'est en fait hyper super important. important. Ouais. Exactement. Et eux Donc, le ressentent pas forcément, ils sont pas forcément conscients de ces éléments-là. Donc c'est beaucoup d'éducation, beaucoup c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de. d'éducation, Ouais. exactement. Et je le vois, hein, moi j'ai cette double casquette, j'ai aussi mes clients, je suis aussi commerciale et je suis la première mauvaise élève. Donc non, Ah, non, c'est super ça. Et donc toi, tu as décidé de continuer à être dans l'action terrain et pas Mm, simplement parce qu'aujourd'hui, une vingtaine de personnes, ça, voilà, ça commence à demander vraiment de la gestion. mm. Mais tu as décidé de continuer à être sur le terrain pour pouvoir partager avec tes équipes aussi? Oui, oui, exactement. Moi, c'est, enfin, je me sens. Il y a des moments où je suis sortie un peu du terrain parce que je ne pouvais pas faire autrement, les moments de levée de fonds, Ouais. notamment, principalement ça, mais je déteste. Moi, j'aime vraiment mieux faire le même Donc métier c'est que génial. tout le monde pour pouvoir. En fait, sinon, je trouve ça compliqué aussi de comprendre vite là où ça bloque, de comprendre le marché, de comprendre. Enfin, voilà, de comprendre son business, en fait, si on n'est pas dans l'opérationnel. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. J'ai vraiment besoin de ça. Et je me mets des objectifs aussi élevés que bah, tout le monde en termes purement opérationnels et commerciaux. Ouais. D'accord. Ton équipe est principalement féminine. Oui. Y a-t-il une raison derrière cela? C'est une volonté ou c'est parce que le rêve quelque part de Dream Act attire plus un public féminin? Bah, c'est vrai qu'on n'a que 3 hommes dans l'équipe. Donc c'est assez peu représentatif. On pourrait nous reprocher de faire de la discrimination, mais ce n'est vraiment pas le cas.
Simplement, c'est vrai que quand on met une annonce, alors on fait bien attention hein, de parler au féminin, au masculin, de le mettre en plus sur des canaux très divers, mais on a principalement des femmes en fait qui postulent déjà, donc il y a quand même déjà en fait un déséquilibre à ce niveau-là. Et puis, euh, et puis voilà, finalement, ouais, Ouais. C'est c'est pas mal, c'est ouais. l'histoire. C'est votre histoire. C'est pas une volonté. Non. Non, c'est juste les choses qui se passent comme ça. Et donc, bon, 10-75% de croissance, donc ça fonctionne plutôt bien, c'est dynamique. Ça va être quoi le principal challenge que tu vois devant toi? Mm. Je pense que le challenge numéro un, c'est de continuer à grandir parce que en fait à un moment donné le business évolue aussi autour de nous, il y a des concentrations d'acteurs pour remporter certains appels d'offres, bah, du coup il faut pas rester à la traîne, donc on est obligé un peu de grandir mais sans grandir trop vite parce que moi en tout cas je tiens un peu à à cette taille où on reste voilà, une barque où on se connaît tous, où il y a une vraie cohésion d'équipe et où le quotidien est sympa et où j'ai le temps, comme tu disais, de faire encore de Ouais, l'opérationnel. Et je crois pas que moi, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, ça m'excite incroyablement de gérer une boîte de 50 80 personnes en sortant du coup de fait des équipes opérationnelles et de ne traiter que des sujets RH, mais de manière peut-être plus déshumanisée parce que tu connais forcément moins les gens quand tu es 80 que quand tu es 15. Donc voilà, grandir, mais en gardant notre ADN et notre esprit, je pense. hmm. Ton associé de départ travaille toujours avec toi? Exactement, ouais, ouais. Ouais, vous êtes toujours ensemble. Ouais. Et vous avez fait entrer d'autres associés lorsque vous avez fait des levées de fonds, je suppose. Oui, bah du coup, on a notamment donc notre directrice commerciale qu'on a associée assez rapidement, qui est toujours là aussi. On a quelques BSPCE d'équipe et du coup sur des collaborateurs qui sont là depuis le début et qui sont toujours là. Et puis après, nous, on a un fonds d'impact qui est dans notre capital. Et puis on a aussi la particularité d'avoir 200 actionnaires citoyens, puisqu'on avait fait du crowd equity sur nos deux levées de fonds. Et donc on a pas mal d'anciens collaborateurs, de clients, de partenaires qui sont dans le capital. Ouais. Euh, Lorsque l'on commence à avoir un collectif, enfin, je vais poser la question différemment. Souvent, on entend parler de la solitude de l'entrepreneur. Et souvent, on se dit, bah oui, pour ne pas être seul, bah, déjà, c'est bien d'être associé, ça permet de pouvoir échanger. Mais souvent, c'est pas suffisant parce que quand toutes les personnes sont impliquées à l'intérieur de l'opérationnel, le regard externe n'est pas suffisamment fort. Est-ce que tes associés non actifs te servent un peu de board ou est-ce que tu as un board externe? Est-ce que tu es mentoré? Est-ce que tu fais partie d'un réseau d'entrepreneurs? Comment est-ce que tu fais face à cette solitude de l'entrepreneur? Oui, bah, je pense que nous, on a la chance d'être pas mal entourés. On s'est entouré dès le Mm. début. On a été pas mal mentorés. On a fait le MoveJ dès le début. Ensuite, on a fait Wilco, enfin, Paris Pionnière à l'époque. Voilà, on a eu assez vite, du coup, des actionnaires qui ont investi et qui, du coup, avec qui on a constitué un board. On se voit tous les trimestres. Alors, c'est parfois, comme beaucoup de boards, plus un conseil de classe un Ouais, échange, mais avec beaucoup de bienveillance. Et quand même, du coup, il y a quand même cet accompagnement qui est présent. Euh, on est, bah, comme tu disais, on est deux aussi. Et puis, du coup, bah, en 10 ans, on a plus qu'appris à travailler ensemble, quoi. On est amis. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Enfin, c'est agréable et c'est une béquille, quoi. Enfin, c'est sûr que c'est important. Euh,
Je pense qu'en effet, ça, il faut savoir s'entourer et s'accompagner de gens qui parfois sortent de leur rôle et sont un peu neutres et un peu coach finalement, Hmm. coach de vie et d'entreprise. D'accord. Ok. Euh, allez, alors, tu es encore très jeune, mais imaginons qu'il y a une version encore plus jeune de toi qui, voilà, qui te pose quelques questions et qui te demande, par exemple, dis-moi, Diane, si tu devais refaire tout cela, quelles sont les deux, trois choses que tu ferais différemment? Euh, Bah, forcément, avec le recul, on a l'impression qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite sur certains aspects. Euh, Nous, on a fait un pivot quand même d'activité il y a 1 an et demi, parce qu'avant, notre clientèle, en fait, quand on a créé DreamAct, on ne s'adressait qu'aux citoyens. L'idée, c'était vraiment d'aider les citoyens à avoir une consommation plus responsable, donc au travers une marketplace de marques engagées. Ça, on a décidé de fermer cette partie-là il y a que 1 an et demi. Et ça nous a demandé beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie. C'est aussi ce qui nous a fait connaître et ce qui nous a différenciés, ce qui a fait l'offre qu'on a, etc. Mais je pense on a mis du temps à comprendre que ce modèle économique, il était impossible à rendre rentable. Euh, Tel qu'on le faisait, c'est-à-dire, enfin, grosso modo, une marketplace en France, soit c'est hyper niche et du coup, il y a un salarié dirigeant et c'est tout Hmm. et le truc tourne, soit faut lever des vrais millions. Et nous, on était trop hybride. On a levé du petit million sur une activité qui était compliquée à rentabiliser, là où par contre, notre clientèle pro, qui est venue nous chercher d'elle-même, presque dès le début. On a mis du temps à y mettre l'énergie suffisante alors que c'était rentable dès le début. Donc Ah, c'est intéressant. je pense que les deux choses que je ferais forcément différemment, c'est on irait un peu plus vite sur certaines choses. Et puis on, on ne croirait plus que Ouais. c'est possible d'avoir une entreprise qui n'est pas rentable vite à un moment donné, parce que je crois qu'il y a ce mythe quand même. Alors, c'est peut-être un peu fini, mais c'est pendant longtemps, enfin voilà, nous, nos petits camarades, etc., on levait de l'argent alors qu'on n'était pas rentable. Et ça, Hmm. ça, je crois que c'est un peu fini parce que on est trop nombreux à s'être cassé la figure. Ça tient pas. Ouais, ouais. C'est intéressant aussi ce que tu exprimes là. C'est vrai que l'impression que l'on a quand on regarde l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est qu'il y a eu le moment où, enfin, la manière dont on parlait, c'était bon, on va brûler du cash, quoi. Combien de cash on a brûlé ce mois-ci et on a Mm. besoin de fonds pour pouvoir faire cela. On ne sait pas encore vraiment comment on va Mm. gagner de l'argent, mais l'idée est absolument génialissime. Et aujourd'hui, on revient un peu dans les recettes bon père de famille. Il faut être Exactement. rentable, il faut avoir un cash flow positif, enfin, il faut tous ces éléments-là. Mm. Tu penses que c'est une mouvance saine? Tu penses que c'est quelque chose qui, enfin, comment tu le vis autour de toi? Autour des Bah, gens, justement, qui ont entrepris autour de toi aussi. je pense que c'est une mouvance saine et surtout réaliste par rapport à l'état du marché des fonds qu'on a en France aussi. Parce que et c'est un peu dommage parce qu'en effet, il y a des bonnes idées. Alors, je pense que c'est pas tant combien de cash burn on crame sans savoir comment on va être rentable. Je pense que parfois, on sait comment on va être rentable, mais en fait, il y a juste un effet de seuil à atteindre. Moi, je prends Mhm, ça pour une marketplace. En fait, concrètement, la rentabilité, elle s'atteignait à partir d'un certain volume de commandes estimatif, mais qui, en fait, du coup, ne peut s'atteindre qu'en mettant un peu des vrais moyens de mhm, communication, de marketing, etc. Et du coup, l'hybride est compliqué. Et en fait, du coup, en France, en tout cas, moi, j'étais allée voir que des fonds à impact. Euh, c'est quand même relativement rare, les vraies grosses levées de fonds. Voilà, et du coup, je trouve ça plus réaliste, le marché tel qu'il est aujourd'hui.
même si je pense qu'on ne peut pas se contenter de ça sur tous les business, parce que sinon, il y a justement des beaux rêves, enfin des belles entreprises avec des Ouais, grosses missions, mais qui ne pourront pas avoir leur chance, quoi. ouais. Ouais, c'est vrai que quand on regarde aussi ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, les entreprises les plus impactantes aujourd'hui, à un moment donné, ils ont été obligés d'être financés par l'externe. Donc c'est vrai que les deux sont importants. Mais c'est vrai que la rentabilité, quand même, la regarder devant soi est extrêmement important. Diane, je te remercie beaucoup pour tous ces échanges. Est-ce qu'il y a quelque chose que les personnes qui regardent cette vidéo peuvent faire pour toi? Bah merci de poser la question. C'est rare qu'on nous la pose. Non, voilà, peut-être d'avoir la curiosité d'aller jeter un œil à notre site et puis tous les ambassadeurs qui veulent nous aider à promouvoir une consommation responsable en entreprise sont les bienvenus parce que c'est vraiment grâce à ces ambassadeurs qu'on est là aujourd'hui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces partages et bon vent, comme on dit à DreamHack. Merci beaucoup.